Bonjour à toutes et à tous. Au nom du Centre d'Action Laïque, bienvenue à cette première partie de notre rendez-vous conventionnel à la sucrerie à Wavre. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir et je pense que la salle va se remplir sans doute au compte-gouttes en fonction des arrivées en fin de journée, mais nous allons tout de suite commencer. Et je vais peut-être vous expliquer le déroulé de cette séance. D'abord en signalant qu'on est vraiment très content de pouvoir se retrouver et d'être physiquement ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se vivent mieux quand on est côte à côte plutôt que par écran interposé. Donc ce n'est que du bonheur de vous retrouver parce qu'on est tous quand même un peu des animaux sociaux et on a besoin de ça. Et aujourd'hui, nous avons voulu entamer cette convention en parlant de ce qui est notre raison d'être, notre objet social, et même le fil rouge de tout ce dont on va pouvoir débattre demain, la laïcité. Et donc toute la convention, elle se déroule sous ce chapeau, parce que c'est notre objet social. Et en même temps, en imaginant cette première séance, on s'est dit aussi que dans la vie, il n'y a rien qui se fait sans passion, et que c'était peut-être aussi le moment de rendre hommage à des grands passionnés qui ont eu l'occasion de donner pour notre mouvement. Et on pense évidemment ici à Henri Bartholomessen, notre ancien président qui est présent, et également à Jean de Brucker, notre ancien secrétaire général qui nous embrasse tous mais qui ne pouvait pas être présent. Et c'est le moment de rendre hommage parce qu'il y a tout un travail qui a été fait ces dernières années, d'abord de redéfinition de notre objet social en redéfinissant la laïcité, puis un gros travail aussi pour essayer de pouvoir introduire ce concept de laïcité dans notre droit positif avec des publications, des émissions et un colloque qu'on avait organisé au Sénat. Et aussi ensuite la volonté de percoler ailleurs, au-delà, en Europe et dans le monde, avec l'appel de Liège au moment des 50 ans du Centre d'Action Laïque. Et donc pour remettre la laïcité directement à l'avant-plan, pour en faire à nouveau un enjeu pour les années à venir et certainement pour les élections de 2024, nous commençons avec un premier débat, un débat où nous avons la chance d'avoir ici autour de moi et pour nous d'abord Martine Serf, qui est secrétaire général d'Égal en France et qui aura l'occasion de nous donner justement peut-être un point de vue sur la manière dont les choses se déroulent outre Quiévrain et qui permettra peut-être d'introduire le débat suivant où on se posera la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour introduire la laïcité dans notre Constitution. Nous avons aussi le plaisir d'avoir ici à mon extrême gauche François Daout, qui est président émérite de la Cour constitutionnelle. Très souvent, au moment où le politique peut-être hésite à avancer, en tout cas sur tel ou tel dossier, et celui qui nous occupe, la laïcité, parfois le juge est amené à prendre le relais, ou est sollicité, ou est questionné. Ce sera l'occasion peut-être là aussi d'en discuter. Et puis nous avons aussi, pour parler de ce processus qui a pu avoir lieu et qui n'avait pas abouti sous la précédente législature au Parlement fédéral, Jean Leclerc, qui est philosophe et administrateur du CAL, et qui avait été entendu comme expert à la commission de révision de la Constitution. Il aura l'occasion de s'en faire l'écho. Et surtout, tout de suite aussi, nous avons Hervé Parmentier, secrétaire général adjoint du Centre d'Action Laïque, à qui je vais donner tout de suite la parole pour introduire notre débat. Vous savez, Hervé, je ne dois pas vous le présenter ici chez nous, il est là depuis quelques années. Il était parti sur des chapeaux de roue, promis à une carrière prometteuse, et il en a choisi une plus ambitieuse en nous rejoignant au CAL. Et m'a-t-il dit un soir, il m'a confié, le changement de définition du CAL y était quand même pour quelque chose, parce qu'il ouvrait de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Hervé, je te cède tout de suite la parole. Bien, merci Benoît, ravi de participer à cette table ronde. Je vais peut-être demander tout de suite qu'on inscrive, qu'on fasse apparaître derrière nous. Voilà, c'est fait. La définition de la laïcité telle qu'elle figure depuis 2016 dans les statuts du Centre d'Action Laïque. Ça, 2016, Henri, puisqu'on y faisait allusion tout à l'heure, était président du CAL à l'époque. Et donc, il est apparu nécessaire d'avoir une réflexion visant à clarifier une définition qui jusque-là n'était objectivement pas claire. Elle avait, avant 2016, la définition de la laïcité dans les statuts du CAL, quelque chose d'un peu compliqué. C'était une décision avec une double dimension. On évoquait d'une part une laïcité dite philosophique
et d'autre part une laïcité dite politique. Et donc on avait un peu une définition voilà, à deux branches, ce qui n'était pas commode, dans un contexte où, tout de même à l'époque, beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes, tantôt tenantes de la laïcité, plutôt partisanes, tantôt adversaires, en fait se prenaient un malin plaisir à essayer de préciser les contours de la définition en assortissant le mot laïcité d'une série d'adjectifs. On parlait de laïcité inclusive, exclusive, ouverte, que sais-je, bienveillante, et donc on avait voilà, quelque chose autour du mot laïcité, quelque chose de peu clair, ça n'était pas de la part du CAL, et donc le simple fait de clarifier la définition paraissait déjà un bon réflexe. Mais aussi, alors avec cette idée de laïcité philosophique, on donnait l'impression que le Centre d'action laïque se donnait pour mission de défendre les intérêts plutôt d'une seule communauté, d'ailleurs au contour pas forcément très précis, mais une communauté dont on peut estimer qu'elle regroupait les personnes non croyantes. C'était pas terrible non plus cette assimilation entre laïcité d'un côté et communauté d'autre part. Voilà, en France, par exemple, Martine en dira peut-être un mot, on voit que quand on assimile la laïcité à un élément composant de l'identité, ben voilà, comme le fait l'extrême droite en France, on arrive évidemment à des débats qui sont assez éloignés de l'universalisme que nous professons. Voilà, donc en supprimant cette double acceptation philosophique et politique d'autre part, donc en supprimant ça, voilà, on fait la part des choses, on rappelle finalement ce que la laïcité est, c'est-à-dire un principe démocratique fondamental qui n'a vraiment rien à voir avec une communauté en particulier. On se départit ici avec ces nouveaux statuts d'une tentation qu'auraient certains finalement de voir la laïcité comme anti-religieuse, ce qui est tout le contraire de ce qu'est la laïcité. Et donc pour reprendre, et c'est un clin d'œil à Henri, une formule qu'Henri aime beaucoup et a beaucoup préconisé, la laïcité c'est pas anti-religieuse, c'est au contraire l'avenir des religions. Alors la laïcité, principe démocratique, une fois qu'on s'est débarrassé de la branche laïcité philosophique, on revient là sur l'essentiel. On revient sur ce qu'est vraiment le débat, et c'est là que je trouvais, moi, que ça devenait une définition tout à fait intéressante. Et effectivement, Benoît, mais c'est une anecdote, c'est des éléments qui m'ont contribué à postuler au CAL. Alors la laïcité, c'est quoi? C'est finalement ce principe qui établit qu'il ne faut pas avoir une conviction particulière, une origine particulière, un sexe, un genre, etc. pour être citoyen. C'est donc un principe fondateur de la démocratie dans la mesure où il indique ce principe que nos normes, nos valeurs communes sont le résultat de ce que collectivement, en tant que citoyens, nous décidons de nous donner comme construit commun. Et donc notre définition de la laïcité, c'est la première phrase de la laïcité, de la définition, on dit bien, la laïcité fonde, et le mot est important, fonde le régime des libertés et droits humains sur l'impartialité du pouvoir civil démocratique dégagé de toute influence religieuse. Alors pour ceux qui la connaissent, ça fait vraiment, c'est assez similaire à ce qu'une philosophe française comme Catherine Kinsler disait, où elle exprimait que la laïcité, c'était en quelque sorte le temps zéro de la démocratie, c'est-à-dire le temps à partir duquel le débat peut prendre place, à partir duquel on peut commencer à entamer un travail de réflexion collective sur notre destinée. Et donc on voit avec la première phrase de la définition, on voit en somme comment le principe de la laïcité met les individus en situation d'être citoyens. Alors on oublie souvent la deuxième phrase de notre définition, et pour moi elle est essentielle. La deuxième phrase, c'est donc le principe de laïcité qui fait obligation à l'État de mettre les individus en condition d'être citoyens. Alors ça, c'est, je trouve, l'élément le plus intéressant et la partie de la définition qui est sans doute la plus politique. Parce que c'est cette partie-là de la définition qui ouvre vraiment la voie à ce qu'on pourrait appeler un projet de société laïque. Qu'est-ce qu'on dit? Donc c'est l'obligation pour l'État d'assurer des choses essentielles, la solidarité, l'égalité et l'émancipation par la diffusion des savoirs et la pratique du libre examen. Et donc c'est vraiment ça, un projet de société, parce qu'on le sait, au-delà du cadre formel de l'État démocratique, au-delà de la proclamation des droits et libertés fondamentales, c'est donc une mission qui est confiée à l'État, et elle est essentielle, cette mission, parce que il ne faut pas se tromper, les droits et libertés fondamentales, comment dirais-je, n'ont pas grand sens si le niveau d'inégalité qu'on connaît aujourd'hui demeure. Ces droits et libertés fondamentales n'ont pas grand sens si
il n'y a pas une attaque sérieuse faite aux discriminations qui traversent la société. Il n'y a pas non plus de droits fondamentaux, il n'y a pas non plus d'égalité, pardon, si on n'applique pas à côté de ces droits des politiques actives de solidarité. Donc là, c'est vraiment la laïcité comme un principe actif. Et on en a grand besoin. Vous savez, donc ici, Benoît le rappelait, on entame 2 jours de convention, on les entame sous les auspices du principe de laïcité. Mais donc, si on a choisi cette année de consacrer notre convention à un thème qui est celui de comment refaire société, c'est parce qu'on pose ici, nous, au CAL, le constat d'une société fragmentée, une société divisée, une société tout de même où les particularismes, les individualismes ou les identités s'affirment, et s'affirment de manière telle qu'il devient difficile de faire prévaloir l'intérêt général. Et donc, je vous épargne toute la question des extrémismes politiques et religieux qui parfois convergent. On le voit comme dans des pays en Hongrie, comme des pays comme la Pologne. Les victoires récentes en Suède, en Italie, on peut s'en désoler. On a 2 ans de pandémie qui n'ont sans doute pas amélioré la situation dans le sens d'une plus forte cohésion au sein de la société. Et puis on est même maintenant dans un contexte de guerre. Donc il est plus que temps, ça c'est vraiment l'analyse que nous faisons, et cette analyse à laquelle conduit cette définition, de retrouver le sentiment d'un destin collectif et d'ensemble en retracer les contours. Et donc, à l'aune de ces enjeux-là, la laïcité, c'est vraiment un principe d'une modernité assez absolue. Et donc, il réaffirme en toute hypothèse un élément essentiel en démocratie, c'est qu'il faut simplement que les gens se parlent et ensemble construisent quelque chose. Donc, c'est un principe qui permet vraiment d'aller vers le rassemblement de ceux qui étaient épars. Et dans la mesure où on observe tout de même dans notre société des jeux de vases communicants entre d'un côté des gens qui ont le sentiment d'appartenir à la société et d'autre part une série de laissés pour compte. Quand on a les in et les out, comme on dit, de la mondialisation, on voit que d'un côté c'est la démocratie qui gagne et de l'autre part c'est le risque d'une tentation extrémiste et populiste. Donc on a vraiment plus que jamais besoin d'un projet de société plus laïque. Et j'en termine juste en disant peut-être une chose, Benoît, de manière introductive, c'est que, évidemment, on a une magnifique définition, mais alors encore faut-il qu'elle soit mise en œuvre. Et moi, j'ai le sentiment, depuis que cette définition existe, que les pratiques et les combats du CAL ont évolué. Je vais vous prendre 2 exemples. Un, c'est, nous, à titre principiel, considérons que l'universalisme est sans doute difficilement réconciliable avec la notion de communauté. En termes très pratiques, au CAL, ça devient... il faut supprimer le cours de morale non confessionnelle et les cours de religion pour préconiser la généralisation pour tous les enfants ensemble d'un cours de philosophie et de citoyenneté. Donc ça, c'est évidemment un changement qui a peut-être un peu fait grincer les dents chez nous. Ça n'a sans doute pas fait plaisir aux professeurs de morale non confessionnelle, mais en tout cas, ce combat-là est tout à fait cohérent par rapport à la définition qui s'affiche derrière moi. Et puis je parlais aussi de la laïcité comme un projet de société, mais les sujets dont on va discuter lors de la convention ces 2 jours-ci attestent tout de même que les champs des combats s'est sans doute élargi. Ça n'a pas de valeur scientifique, mais quand même, ça veut dire quelque chose. Les 2 ateliers demain matin pour lesquels il y a le plus d'inscrits, c'est d'un côté les questions de lutte contre la pauvreté et de cohésion sociale, et de l'autre, les questions de changement climatique. Alors ça, c'est vraiment 2 enjeux majeurs, mais qui mobilisent évidemment des valeurs d'égalité, des valeurs de solidarité. Donc voilà, on voit ici que ce combat-là et la mobilisation de ces valeurs, ça renvoie en fait tout notre combat à un objectif sans doute, c'est celui de la dignité humaine, et qui est peut-être l'ultime objectif que nous recherchons tous. Et donc voilà, du pain sur la planche pour cette convention, mais vraiment on a avec alors ce principe de laïcité en tant que fondement fondamental de la démocratie d'un côté, mais aussi en tant que ce qu'il porte comme projet de société. Ça, c'est évidemment du coup un principe dont on peut utilement se questionner, de savoir comment l'inscrire au frontispice des valeurs fondamentales de notre État. Voilà. Merci Hervé, du pain sur la planche, tant mieux. De toute façon, à partir du moment où on a une colonne vertébrale, c'est certainement beaucoup plus simple. Je fais réagir tout de suite François Daout. Il y a de cela peu de temps, l'Université Saint-Louis a organisé un colloque intitulé « Le juge garant de la laïcité ». Un colloque qui succédait à un autre colloque déjà organisé à la Cour constitutionnelle à l'occasion de ton départ,
Quel est justement alors le regard que peut porter le juge sur ce principe d'une modernité absolue, comme le disait Hervé? Je t'en prie. J'espère que je ne me suis pas trompé sur ce qu'on attendait de moi, mais j'ai préparé une intervention peut-être un peu plus structurée, mais qui correspond très exactement aux préoccupations qui viennent d'être exposées par Hervé. Mais d'abord, je dois dire que je suis très honoré de participer à vos travaux, j'en suis très heureux, puisque ça me donne aussi l'occasion de m'associer à l'hommage qui est rendu à l'ancien président. Alors je vais vous livrer mon témoignage, ce que je pense vous dire pour nous projeter dans l'avenir, au départ d'une expérience qui est une expérience professionnelle, l'expérience effectivement de juge. Et mon propos s'articulera très précisément sur la base de la deuxième phrase de l'article 4 des statuts, c'est-à-dire le principe humaniste de laïcité oblige l'État de droit à assurer l'égalité, la solidarité et l'émancipation des citoyens. Je dois introduire évidemment mon propos par une remarque qui est très très importante. Je n'engage que moi à titre exclusivement personnel, même à titre rétroactif, si vous pouvez me permettre l'expression. Je peux me retrouver tout à fait avec certains de mes collègues, notamment dans l'esprit des travaux qui ont été organisés à l'ULB en octobre 2019 par l'Association syndicale des magistrats. Mais je ne peux vraiment pas raisonnablement espérer que cette opinion soit partagée certainement pas par la totalité de mes collègues, mais peut-être même pas par la majorité de mes collègues. Et j'aurai dans un instant l'occasion de vous présenter des opinions qui sont radicalement différentes des miennes. Alors j'articulerai mon intervention autour de trois axes. Le recours au juge, mais quel juge? Et le juge pourrait-il tenir un cap? Et si oui, lequel? Et si vous me permettez, je vais utiliser le masculin générique lorsque j'utilise le terme juge. Alors le recours au juge. Je ne vais pas focaliser mon attention sur l'évolution des droits et des libertés. L'effet des crises sécuritaires depuis 2001, la lutte contre le terrorisme en 2015, la crise sanitaire de 2020, tout cela aurait-il mis en place une sorte d'accoutumance aux restrictions à nos droits et libertés, tandis que par ailleurs s'émousserait la vigilance critique. D'autres auteurs se sont attachés à cet examen. Et je laisserai également de côté le constat que les régimes mis en place face à ces crises ont mis entre parenthèses le fonctionnement normal des pouvoirs publics. Ils en viennent tous, ces régimes, à court-circuiter, au nom de l'urgence et de la nécessité, les canaux démocratiques traditionnels, notamment le Parlement, qui est, comme l'a écrit Nicolas Thirion, une victime étonnamment consentante de ce processus. Le pouvoir exécutif concentre de plus en plus de pouvoir, tandis que les débats et le contrôle parlementaire deviennent de plus en plus réduits à la portion congrue. Et je ne m'attacherai pas non plus, ce serait quand même très important, au caractère structurel ou conjoncturel de ces deux constats. Peut-on espérer en sortir le moment venu, ou au contraire, cela installe-t-il une véritable rupture dans notre manière de raisonner? Alors, à part la désobéissance civile ou civique, selon le mot de François Stulkens, et une certaine inventivité contestataire, qui sont tous deux en marge de l'état de droit, seul demeurerait devant ces régimes d'urgence et d'exception une sorte de contrepoids juridictionnel, ce que Nicolas Thirion appelle l'activisme judiciaire comme substitut à l'absence de délibération démocratique. Et Manuela Canelli a quant à elle cette formule au travers de la mission de service public qui consiste à apporter une solution aux contentieux qui lui sont soumis. Le juge occupe une part essentielle dans la confection externe de la loi, mais aussi dans l'équilibre institutionnel et le jeu démocratique. Ce que l'on constate, c'est qu'il est de plus en plus banal de dire que les juges sont chargés de litiges à caractère collectif et non seulement individuel, qu'on leur soumet de plus en plus des questions de société. Cela entraîne un débat, celui sur la politique des juges. Je m'en référais sur la question aux travaux de synthèse de Geoffrey Grandjean. Ce qui est moins classique, c'est de remarquer trois choses. Ce contre-pouvoir juridictionnel repose sur une poignée de personnes, non élues directement, délibérant dans le meilleur des cas collégialement,
décidant selon leur analyse, qui est exclusivement juridique et non opportunité, mais c'est leur analyse des libertés publiques et leur perception, plus ou moins sensible, de la disproportion due à l'atteinte à ces libertés. Deuxième constat, ce contre-pouvoir aboutit à des décisions qui sont hors du contrôle du citoyen. Après l'exercice des recours, il doit s'y soumettre, et que les autres organes de l'État aussi doivent respecter. Et enfin, tout cela se produit en l'absence de délibération démocratique. D'où ma deuxième question, quel juge? Et j'introduirai ce deuxième point par une citation de Paul Ricoeur. Il a caractérisé ainsi ce que j'appellerais le temps de l'acte de juger. La finalité courte de cet acte est de trancher un conflit, c'est-à-dire de mettre fin à l'incertitude. Sa finalité longue est de contribuer à la paix sociale, c'est-à-dire finalement à la consolidation de la société comme entreprise de coopération à la faveur des preuves d'acceptabilité qui excèdent l'enceinte du tribunal et mettent en jeu l'auditoire universel si souvent évoqué par Chaim Perelman. Alors ma question n'est pas technique, elle ne porte pas sur le point de savoir, ce qui est important aussi, quel est organiquement le juge le mieux à même de protéger les libertés publiques et les droits fondamentaux. Mais c'est une question qui est plus importante encore à mes yeux, parce que tout juge, quel qu'il soit, du juge de paix à la Cour constitutionnelle, devrait apporter une réponse claire à cette question. Est-il prêt à contribuer à la paix sociale, à la consolidation de la société comme entreprise de coopération? Et je rejoins ici une préoccupation qui a été exprimée par Geoffrey Grandjean dans son livre « Pour une commune justice » quant au débat sur les convictions du juge. Celui-ci, ce juge, est-il convaincu qu'il doit assurer l'égalité, la solidarité et l'émancipation des citoyens? Et je pense que c'est une question qu'on devrait poser à chaque candidat juge, que ce soit au judiciaire devant le Conseil supérieur, que ce soit lorsqu'il y a une présentation de conseillers d'État au Parlement ou une présentation de juge à la Cour constitutionnelle au Parlement aussi, qui doit statuer la majorité des 2/3. Parce que ça nous permettrait de vérifier si ce candidat n'est pas, par exemple, une sorte de disciple du juge américain Clarence Thomas. C'est celui qui a conduit la majorité des juges de la Cour suprême à la position laxiste en matière de détention d'armes, mais absolument restrictive en ce qui concerne les enjeux climatiques. C'est celui aussi qui a convaincu de changer la jurisprudence sur l'IVG, et il voudrait faire de même, il le dit, en ce qui concerne le mariage entre personnes de même sexe et à propos de la contraception. Et il l'exprime de manière très claire dans une opinion concordante à l'arrêt Dobbs. Il dit: dans de futurs dossiers concernant aussi le respect de la vie privée, nous devrions revoir toutes les jurisprudences. C'est un programme, c'est un cap. Je pense aussi que le candidat pourrait être amené à commenter la carte blanche de Monsieur le Président de Cotte de la Cour de cassation dans la Libre Belgique du 14 juillet dernier. Il a dit « Et si l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis sur l'IVG était un progrès vers plus de démocratie ?» J'entretiens avec lui les rapports les plus courtois. Croyez-moi, c'est un homme charmant. Ceci dit, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Je me suis longtemps tâté en me disant, est-ce que je vais écrire une autre carte blanche? Je me dis non, ça ne va pas. Je pense qu'il a excédé, lui, son devoir de réserve, donc je ne vais pas faire la même chose. Je me livre donc aujourd'hui et uniquement aujourd'hui. Manu Akadeli lui a répondu, Franklin Dehous lui a répondu aussi. Je vais répondre un peu différemment. Je pense que M. de Cock se trompe sur plusieurs points. Sur le rôle d'un juge constitutionnel d'abord. Le rôle de celui-ci, c'est intrinsèquement et précisément de censurer le législateur lorsque ce juge est saisi d'un recours par quiconque démontre qu'il est porté atteinte à ses droits constitutionnels. Le juge constitutionnel est le gardien des libertés publiques, des droits fondamentaux, et selon moi, il est contraire à son essence même d'entériner un recul dans la protection de ces libertés. Mais c'est un débat qui existe vraiment, qui existe partout, qui existe en Belgique, et le diable est dans les détails. Mais actuellement, j'ai vu ça dans le Moniteur, parce que je ne suis évidemment plus sur les réseaux de la Cour, je l'ai vu dans le Moniteur, il a été publié une question préjudicielle posée par un juge qui, en matière d'emploi des langues, souhaite que l'égalité
qu'on invoque devant lui soit rétabli par le bas, c'est-à-dire en supprimant une des garanties octroyées à une des catégories de personnes qui se trouvent devant lui. C'est donc un juge qui demande la réparation de l'inégalité constatée, de la discrimination constatée, en supprimant une garantie à celui qui en bénéficie. Peut-on donc reculer en matière de liberté? C'est un vrai débat qu'il faudra suivre de manière très près. Manuela Cadelli a répondu pour sa part à M. de Cotte, elle aussi dans la Libre Belgique, en disant il appartient au juge constitutionnel d'assurer le strict et pérenne respect des libertés publiques par les États et les empêcher d'y revenir, quelle que soit la conjoncture ou l'état de l'opinion publique. Première réponse donc à M. de Cock. Deuxième réponse en ce qui concerne le rôle de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'il critique en regrettant que les juges de cette Cour interprètent la Convention d'une manière évolutive, dans un sens qu'il y a à donner au texte de la Convention actuellement, aujourd'hui, maintenant, et devant des problèmes concrets qui sont posés à la CEDH, au lieu de faire une lecture historiciste du texte. C'est la théorie de M. Thomas aux États-Unis. Le texte, rien que le texte, au moment où il a été rédigé et par ceux qui l'ont rédigé. Et il fait grief aussi aux juges de la CEDH de viser l'unification du droit européen par la condamnation de tout dispositif juridique singulier. C'est la théorie de la souveraineté nationale qui revient dans cette critique. Je pense que c'est se tromper de débat, que la jurisprudence CEDH est au contraire conforme à l'intention des auteurs de la Convention de sauvegarde, qui ont envisagé non seulement la garantie des droits, mais leur développement. C'est ce que Françoise Tulkens a exposé à Liège en mai dernier. En préparation de cette convention. En préparation de ces travaux-ci. Enfin, pour ne rien cacher, mais pourquoi M. de Cotte fait-il l'impasse sur son opinion au fond? C'est-à-dire la suppression de la protection constitutionnelle de l'IVG. Il se félicite simplement de ce que l'arrêt Dobbs soit un progrès de la démocratie parce qu'il renvoie la question aux législateurs des États, ce qui, évidemment, selon lui, rejoint l'opinion conservatrice qu'il prête à ces législateurs. Cela me paraît tenir un cap. C'est un juge qui tient un cap, comme certains de ceux qui sont décrits par Ludivine Gili dans son dernier ouvrage, que j'ai lu la semaine dernière, La révolution conservatrice aux États-Unis. Elle y décrit, je vous conseille vraiment la lecture de ce petit bouquin, qui est publié aux éditions L'Aube par la Fondation Jean Jaurès. Elle décrit le processus long, 50 ans, structurel, délibéré, orchestré, qui a permis un renversement de jurisprudence contraire à l'opinion de la majorité des citoyens américains. D'où ma troisième question. Le juge tient un cap. Quel cap? Quel est mon cap? Je vais m'appuyer sur la décision du Conseil constitutionnel français du 6 juillet 2018, qui a consacré la fraternité comme principe à valeur constitutionnelle et qui en a fait découler la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national, tout en disant qu'il appartenait aux législateurs d'assurer la conciliation entre ce principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public. Il y a eu des analyses doctrinales terribles après cet arrêt, la plus nette étant celle d'un monsieur Jean-Éric Scheutel, qui dit que la souveraineté nationale, qui est caractérisée par le contrôle des flux migratoires, son premier attribut étant la pérennité de la nation par la maîtrise des frontières, par le principe « viens chez moi l'étranger que je choisis en vertu de mes lois et non celui qu'introduit le passeur par lucre ou que fait entrer le militant de la cause humanitaire pour satisfaire sa conscience ». Et il regrette que la souveraineté nationale aurait été ainsi engloutie par la fraternité. Ça a un fondement dans la doctrine révolutionnaire, où effectivement le frère du révolutionnaire, c'était celui qui partageait les idées révolutionnaires ou qui, de l'étranger, venait aider à la promotion de ces idées révolutionnaires. C'est une fraternité identitaire. Et au contraire, certains auteurs ont, eux, bien entendu, reconnu que
le principe est ainsi lié exclusivement à la condition d'être humain, que rien d'autre, notamment pas la nationalité ou la situation juridique, ne peut conditionner. Alors la question est simple, en droit comme en bon sens. Qui vais-je reconnaître comme frère? Qui ai-je la liberté de traiter comme un frère sans m'exposer à des poursuites pénales? C'était le cas de ce jeune agriculteur qui avait accueilli chez lui des immigrés. Et pour aller plus loin, et c'est un autre aspect juridiquement parce qu'on passe ici d'une liberté à un droit, qui dois-je reconnaître comme frère qui disposerait du droit de me demander, voire d'exiger de moi, que je le traite comme un frère? Alors, ne nous trompons pas de problématique, hein, le juge fait du droit, donc je dois résoudre ma question en droit. Je ne peux pas la résoudre en opportunité. Je me mettrai à la place du politique ou à la place de tout un chacun, mais je suis un juge, je dois raisonner en droit. Eh bien, je pense que le juge peut raisonner en se référant au principe affirmé à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle n'est pas applicable directement, mais c'est un texte qui peut guider la réflexion. Et en vertu de ce texte, tous les êtres humains doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Je pense qu'il peut aussi s'inspirer de René Cassin, pour lequel la souveraineté étatique ne peut être l'ultime écran pour bafouer en toute impunité les droits de l'homme. Et Françoise Tulkens l'a bien écrit, elle a dit « La décision du Conseil constitutionnel nous rappelle que nous faisons tous partie de la même humanité ». Et chez nous, il est vrai que le constituant n'utilise pas le terme de fraternité. Je sais qu'on a pu dégager un certain principe général de solidarité. Je sais aussi, j'ai essayé de le faire, de déterminer dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle si on n'avait pas, sans la nommer, lui parler d'elle, comme dans la chanson de Moustaki à propos de la Révolution permanente, mais si on pouvait trouver dans la jurisprudence de la Cour des indices de fraternité. Je pense qu'il y en a, mais ça nous mènerait trop loin. C'est une démarche qui est juridique. Dans le texte de la Constitution, on a des termes universalistes. Nul ne peut, chacun a droit. Ce sont quand même des termes extrêmement larges qui me font envisager la fraternité sous un terme universaliste. C'est donc une démarche qui ne peut pas être taxée d'exclusivement idéologique, elle l'est, mais elle est juridique et elle se nourrit, je pense, d'un cosmopolitisme qui doit être défendu et qui est défendu en doctrine. Si je m'en réfère à une note de Paul Martens, sous une décision de Liège de 2014, il expose très clairement le raisonnement, d'une part, du juge qui place la fraternité au-dessus des angoisses identitaires et des préoccupations budgétaires, résistant à un affadissement de la notion de dignité humaine, et d'autre part, celui qui refuse de voir le droit se laisser contaminer par des sentiments face à ce qu'il n'hésite pas à qualifier de niaiserie droit de l'homiste. Ça me fait penser au bouquin de La Chair et la Croix sur les droits de l'homme rendent-ils idiots. C'est un petit bouquin dont aussi je conseille la lecture à tout le monde. Donc la fraternité, ainsi judiciarisée, elle est porteuse de sens. Plusieurs auteurs en témoignent. Marc Cotreau y trouve la véritable explication de l'abus de droit, la véritable explication de ce qui a été reconnu comme l'attente aux anticipations légitimes d'autrui. Et Geoffrey Grandjean, dans son dernier ouvrage qui est paru dans les collections du CAL, il va plus loin puisqu'il fait d'intéressantes suggestions sur l'action en justice qui voudrait voir à titre individuel s'insérer dans l'intérêt général. Et cette fraternité est aussi, Hervé l'a dit, en l'œuvre dans le contentieux climatique. Et Françoise Tulkens l'a dit dans l'atelier préparatoire à ses travaux à propos de deux décisions, et Geoffrey Grandjean a mis en évidence la fraternité transgéographique et transgénérationnelle qui est mise en œuvre dans des décisions récentes du Haut-Grad et de la Cour constitutionnelle allemande. Alors pour conclure, je vais m'en référer à une image que j'emprunte à Mireille Delmas-Marty, professeure de philosophie du droit en France, qui est décédée en février dernier. Cette image est la suivante. Nous ne sommes pas maîtres de la rose des vents. Ils nous sont contraires, et ô combien. Nous sommes ballottés d'une crise à l'autre, et encore elle n'a pas connu la guerre en Ukraine. Mais nous sommes munis d'une boussole. Et pour sortir du poteau noir juridique actuel, nous devons choisir un cap. Et celui qu'elle propose, elle, est celui de l'humanisme juridique. De mon côté, je pense que notre cap,
dans nos réflexions qui ne doivent pas se limiter au droit, mais qui doivent englober tout ce qui contribue à l'art de vivre ensemble, peut être celui de la fraternité. Je pense qu'on peut utiliser ce critère-là pour évaluer une mesure proposée ou une mesure soumise à un contrôle. Cette mesure va-t-elle dans le sens de plus de fraternité, de plus d'égalité, de plus de solidarité, ou au contraire, consolide-t-elle, ou au pire, crée-t-elle une situation qui profite plus à certains qu'à d'autres, qui isole plus qu'elle ne rassemble? Antoine Garapon a écrit un livre fondateur, Le juge gardien des promesses. C'est une formule qui est devenue classique, mais à mon sens, elle date, et je voudrais un peu la nuancer. La promesse génère des espérances quand elle est énoncée. Elle génère la confiance quand elle est tenue, et elle génère la méfiance et le désenchantement quand elle est trahie. La rose des vents, qui nous sont contraires, nous incite, je pense, à la modestie quant aux promesses. Mais l'usage de la boussole, le choix d'un cap comme celui de la fraternité, conduit à l'émancipation de la deuxième phrase. Ce n'est plus de promesses, mais d'utopie qu'il s'agit. Et moi, je préfère penser aux juges comme gardiens des utopies plutôt que des promesses. Voilà le témoignage que je souhaitais vous transmettre. Et c'est une réponse toute personnelle que je dédie à Henri. Je voudrais qu'il y ait de plus en plus de gens qui partagent ma réponse à la question « Comment refaire société ?» Merci. Merci François. Quand même assez édifiant de constater dans tes propos quand même qu'il peut y avoir des divergences assez fortes entre des présidents émérites des plus hautes juridictions de ce pays sur des questions de société qui ici nous intéressent au plus haut point, ce qui donne de l'importance à toutes les procédures judiciaires intentées depuis peu par le CAL, parce que peut-être qu'on ne se soupçonne pas ce qui se déroule effectivement dans les enceintes feutrées des palais de justice. Je vais peut-être faire réagir directement Jean Leclerc, parce qu'il y a une autre décision qui est tombée en début d'année du tribunal de travail de Liège à propos d'une histoire de signe convictionnel à la commune d'Ans, où le juge, là, en gros, se lance dans des considérations en disant « Ok, je dois prendre une décision, demain ce sera un autre cas chez un autre juge, ce sera bien motivé, et il y aura des décisions en sens contraire, alors que c'est un problème de société devant lequel, même si moi je dois prendre une décision, je me sens bien démuni, parce que celui qui devrait régler cette question de société ne le fait pas. Or, je l'ai dit en introduction, il y a eu tous ces débats au Parlement fédéral. Pourquoi ? Mais moi aussi, je veux saluer Henri, parce qu'en réalité, nous sommes quand on refait un peu l'histoire de ça, mais c'est une histoire brève évidemment, on est quand même dans des années assez étonnantes, c'est les années 2015-2016, c'est le moment où il y a le changement de la définition, et il ne faut pas oublier quelque chose de très important aussi dans la définition, qui est très importante, qui permet, tu l'as dit, de travailler l'articulation de Catherine Kinsler entre la laïcité comme principe et la laïcité comme régime, c'est la question du libre examen. Et cette question-là est évidemment très, très importante. On ne peut pas en faire l'économie, on ne doit pas en faire l'économie, c'est moi qui le rappelle. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que quand on lit, je me suis amusé à relire tous les travaux d'Henri à l'époque, tout ce qu'il écrivait, il va même jusqu'à ajouter une liberté d'examen, en plus de la liberté d'expression, de la liberté de conscience, etc. Et donc, pour revenir alors à ta question, tout en saluant ce coup de génie, j'ai un petit peu refait l'histoire de ce qui s'est passé à l'époque. Et en réalité, tout a commencé avec une lettre du président du groupe OpenVLD, Patrick de Waal, qui est écrite à, je l'ai retrouvée, qui est écrite au député Peter de Rover, qui est à l'époque le président de la commission de révision de la Constitution. Alors, donc, c'est une initiative qui vient du milieu libéral flamand. Et quand on regarde la lettre, elle dit pour l'essentiel qu'on est dans une double crise, et en fait on y est toujours. On est dans la crise, disons, de l'obscurantisme religieux, en l'occurrence à l'époque aussi la problématique du terrorisme, et puis on est aussi dans une crise migratoire.
Alors la lettre, elle est un peu floue parce qu'elle manipule un ensemble de concepts du style la séparation une fois de l'Église et de l'État, puis une autre fois de la foi et de l'État. Mais enfin, on voit bien qu'il y a une volonté dans la part de ce président de groupe politique de parvenir à une forme d'élucidation de ce que l'on pourrait faire dans la Constitution. Alors, cette commission de la révision de la Constitution, elle va travailler sur des questions très précises, où il n'est d'ailleurs pas du tout question de laïcité. Je me permets quand même de nous les rappeler parce que c'est assez important. Elle demande ceci, 3 choses. La séparation entre la religion et l'État est-elle pour l'heure suffisamment claire dans la Constitution ? Y a-t-il lieu de renforcer l'ancrage constitutionnel? Mais on ne sait pas de quoi. Quelles en seraient les implications? Deuxième question, quel est le caractère de l'État? Bon, ça c'est la question de la neutralité et de l'impartialité. J'avais envie de dire, il suffisait de lire précisément tes travaux et tes écritures pour comprendre qu'on ne devait pas confondre neutralité et impartialité. Puis, question suivante, dans quelle mesure la Constitution peut-elle disposer que la loi primera toujours toute prescription religieuse ou philosophique? Bon, pour un philosophe, une prescription philosophique, c'est un vrai problème, hein. Mais enfin, bon, voilà, on est en Belgique. Et puis enfin, troisièmement, quelles sont les valeurs fondamentales de la société? Comment peuvent-elles être énoncées de manière plus explicite dans notre Constitution? Bon. Alors à l'époque, il y a donc des experts qui vont être choisis. Alors bon, tous les équilibres sont assez bien respectés et j'ai repris les dates. Nous travaillons du 9 mars 2016 au 24 mai 2016. En gros, 3 mois. Et essentiellement, et c'est peut-être intéressant, ce sont des professeurs de droit et des philosophes qui sont conviés. Et c'est intéressant parce qu'en définitive, cette question de la laïcité, originairement, historiquement, elle trouve aussi ses origines dans une problématique de philosophes, et notamment ceux de la Troisième République, qui en ont un peu assez de l'ingérence constante de la religiosité dans la gestion des affaires de l'État. Bon. Alors évidemment, il y a tous ceux qui pensent que tout va très bien, qu'il ne faut absolument pas changer la Constitution, et puis il y a tous ceux qui pensent tout le contraire. Voilà. Bon, ce n'est pas ici l'objectif de refaire un état des lieux de ce qui s'est dit. Il y a d'ailleurs sur le site de la Chambre l'ensemble de toutes les informations, de toutes les présentations, etc. C'est assez bien fait. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est un petit peu de montrer, au fond, les difficultés auxquelles on a été confronté. Et en disant aussi au préalable qu'on pourrait dire, au fond, ça n'a servi à rien, mais je crois en fait qu'il ne faut pas être pessimiste, parce que la deuxième partie de la rencontre de ce soir va montrer qu'en réalité, ça a servi à quelque chose, c'est-à-dire les propositions qui émanent des partis politiques. Bon, il y en a une aussi de la NVA, hein, qui était une proposition très précise, c'est un truc particulier sur l'article 21. Mais enfin, ça a permis ce travail, et quand on lit les travaux parlementaires, on voit bien que nos parlementaires ont vraiment utilisé, font constamment référence à tous ces rapports. Donc ça, c'est une chose qui me semble importante, et ceci, c'est une façon d'honorer le travail des femmes et des hommes politiques qui nous parleront tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, il y a une réflexion sur la question de savoir si on va éventuellement mettre un prologue, parce qu'on l'a un peu oublié, mais à l'époque, un préambule à la Constitution. Alors, évidemment, il y a d'abord toute une question, mais ça j'en fais l'économie, de savoir si oui ou non on pourra le faire à ce moment-là, hein, par rapport aux articles de la révision qui sont potentiellement ouverts à relecture. Bon. Et puis, il y a la question de savoir est-ce qu'il faut un préambule dans une constitution comme celle-là, sachant qu'il y a des constitutions qui ont un préambule, l'Allemagne, on parle de Dieu, hein, dans le préambule de la constitution allemande, la Suisse, la France, bien entendu, hein, qui dans celle de 58 va préciser des choses absolument fondamentales, et puis il y en a qui n'en ont pas, la Belgique. Bon. Mais quand même, je pense qu'il y avait un problème de fond dans cette question du préambule. Comment faire un préambule quand la Constitution est là? Donc le préambule, ce serait étrange, ce serait un postambule, puisque préambuler, ça veut dire se promener avant, sauf que ça, c'est écrit. Alors leur hypothèse était que dans ce texte-là, on aurait mis certaines valeurs et certains principes, mais si par exemple on avait mis le mot laïcité, qu'est-ce que ça aurait eu comme répercussion dans le déroulé du texte constitutionnel?
Et la question aussi était de savoir qu'est-ce que le juge va faire de ce préambule et quelle sera la valeur que le préambule va avoir dans les différentes décisions. Alors en gros, dans le travail des experts, tout le monde reconnaît que la Constitution belge est une constitution laïque. C'est vrai, il y a des dimensions extrêmement importantes, le 19, le 20, bon, tous les pouvoirs émanent de la nation, François l'a dit aussi, fait un ensemble de réflexions sur ce point-là. Et tous les experts, en fait, focalisent sur 3 articles. Alors, on a ceux qui sont évidemment en faveur d'un changement, puis on a ceux qui disent que tout va bien. Alors, par exemple, le plus intéressant, c'est sur ce qui s'est dit sur l'article 21, où donc, puisque c'est le mariage civil doit précéder la bénédiction nuptiale, où on dit, au fond, mais vous voyez, enfin, la Constitution, elle est laïque, puisqu'elle dit que le prescrit civil prime sur le prescrit religieux. Bon, sauf que, si on fait un peu de l'histoire de la laïcité et de ce qui s'est passé dans l'élaboration du concept de la laïcité, on peut dire qu'une constitution laïque, c'est une constitution qui fait le nettoyage d'un ensemble de sémantismes qui viennent de la conviction, de la foi, de la croyance, etc. Bon, la bénédiction nuptiale, que je sache, c'est un sémantisme qui vient en droite ligne du catholicisme romain. Il n'y en a pas en islam. Même sur le plan du catholicisme romain, n'oublions pas que ça pose un problème, et ça pose un problème de discrimination pour une majorité de nos concitoyens, et notamment pour ceux qui pensent qu'un garçon peut aimer un garçon, une fille peut aimer une fille, puisque vous savez qu'ils n'ont pas droit à la bénédiction. Alors, nous avons les élucubrations actuelles du côté flamand, mais enfin, tout ça, c'est quand même lourd de sens, puisque dans la Constitution, nous avons un sémantisme qui pose problème dans la vie des citoyens belges. Voilà. Alors là, il y a déjà donc une première proposition qui avait été assez bien formulée par le professeur Marc Uytendal, qui donc proposait de retoquer cet article 21 en disant plus nettement, donc en effaçant le sémantisme religieux et en faisant valoir que, en définitive, on pouvait dire là qu'il y avait une primauté du prescrit civil sur le prescrit religieux. Et on sait d'ailleurs, mais les amis nous l'expliqueront tout à l'heure, que dans les propositions qui sont sur la table, ceci est évidemment clairement expliqué. En ce sens-là, c'est une définition audacieuse de la laïcité, parce que souvent, on oublie cette question de la primauté du prescrit civil sur le prescrit religieux. Donc sur le 21, ça allait plus ou moins. Et puis alors, il y a eu évidemment le 24. Là, il y a eu quand même de longs silences, tellement le sujet est complexe. Il n'y a pas eu en définitive, je pense, de conclusions, même d'hypothèses de travail qui ont donné suite, en tout cas une suite intéressante. Et il est vrai qu'à l'époque, beaucoup d'experts, notamment les professeurs de droit, ont dit oui, mais bon, il y a l'arrêt de la Cour de mars 2015, c'est déjà très bien. Au fond, ces cours dits philosophiques ne sont plus sous l'ordre de l'obligation, et donc on peut très bien se contenter de ça. Et puis alors, il y a eu évidemment le 181, donc cette idée qu'il y a tout d'abord la question de la reconnaissance des cultes. Ça, c'est quand même assez étonnant de voir que, en définitive, nous sommes dans un État, et ceci est donc profondément anti-laïque, et notamment pour une citoyenne de la République française, qu'un État puisse reconnaître des convictions. Parce que si l'État est laïque, par définition, il se rend, comme dit Catherine Kinsler, il se rend aveugle de la chose religieuse. Mais donc ici, et avec des pratiques administratives qui ne sont pas coulées dans une loi, nous avons un ensemble très flou qui permettent notamment, encore en ce moment, des décisions ministérielles qui ne sont pas sans conséquences. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la notion de minorité religieuse dans ce cas-là ? Pourquoi n'a-t-on pas fait une reconnaissance multiple à l'intérieur de l'islam ? Pourquoi n'a-t-on pas reconnu des islams ? Bon, etc. Donc il y avait déjà ça, puis il y a évidemment le fait de financer les cultes, et puis alors ce qu'il y a eu, et je crois que c'est là-dessus
que nous devons réfléchir, c'est sur 2 points. C'est que, évidemment, un ensemble d'experts ont dit oui, mais comment voulez-vous consacrer la notion de laïcité dans la Constitution à partir du moment où est arrivé ce que un de nos amis appelait la 7e religion, la laïcité organisée. Donc, c'était en quelque sorte l'arroseur arrosé, celui qui demandait l'inscription de la laïcité dans la Constitution se voyait dire d'une part qu'on ne pouvait absolument pas inscrire la notion puisqu'il y avait une forme de préemption sémantique, c'était logo-cal, voilà. Et puisque la laïcité était organisée, on n'allait quand même pas inscrire quelque chose dans la Constitution qui en plus allait dire qu'il y avait cette laïcité organisée. Donc nous, on allait même encore plus loin parce qu'on est au-delà de tous ces trucs de inclusif, bon. Et là, évidemment, j'ai trouvé, en tout cas pour revenir alors à mon intervention, à cette commission, j'ai trouvé que les arguments étaient relativement pauvres sur ce point-là. Et il me semble que donc on ne pouvait pas se satisfaire de cette insertion et de cette évolution de la laïcité organisée, qui est une évolution historique dans l'article 181, et qu'il y avait sans aucun doute moyen d'aller plus loin. Et donc du coup, est revenue alors à partir de ce moment-là une idée qui percole quand même dans beaucoup d'interventions, qui consiste à dire que l'on peut donc se satisfaire de la notion de neutralité. Mais toutefois, évidemment, il ne peut pas y avoir de neutralité, je vais dire, conceptuellement et intellectuellement construite s'il n'y a pas une vision claire de la laïcité et bien entendu de la question de l'impartialité. Et donc, je terminerai par là en disant que, en définitive, c'est bien parce que ça a permis de continuer à réfléchir, de faire un travail réflexif, de faire en sorte que des gens se parlent, s'expriment. Les parlementaires de la commission étaient extrêmement attentifs, des questions, je pense, chez tous les experts extrêmement pertinentes, donc qui montrent vraiment un souci d'avoir une réflexion en profondeur, mais qui montrent bien qu'en définitive, si on inscrivait la notion dans la Constitution, il y aurait alors évidemment des points majeur de travail à faire et donc de refonte d'une société, de refaire une société. Et ce serait en l'occurrence ces 2 questions épineuses de l'enseignement, de l'éducation et bien sûr du financement des salaires et des pensions des ministres du culte et de la laïcité organisée. Voilà, donc je crois qu'on en est là. Mais tout ceci, c'est du travail à long terme et l'essentiel, en fait, c'est que ça se fasse. Parce qu'évidemment, plus on réfléchit, plus on travaille, plus on échange les idées, eh bien, plus on peut, quand il y a ce qu'on appelle en philosophie un kairos, c'est-à-dire une possibilité qui apparaît, eh bien, on peut continuer le travail, sachant qu'évidemment, il se fait et que l'arrêt, par exemple, de mars 2015 de la Cour constitutionnelle relatif aux cours philosophiques est un arrêt extrêmement important. Et je crois que dans notre pays, nous sommes lents, nous sommes prudents, nous avons évidemment tout un passé, on ne peut pas le gommer de cette façon-là, mais enfin, les choses se font comme cela et ça percole et c'est une petite porte qui s'ouvre ici et puis une petite porte qui s'ouvre là. Et donc l'essentiel, c'est de préserver cet idéal de laïcité. Et quand on ne peut pas dire le mot laïcité, on peut dire le mot égalité et on peut continuer à faire le travail. Voilà. Merci Jean, et tu me permets de faire la transition avec Martine Serf, la secrétaire générale d'Égal. J'ajouterais quand même que c'est vrai que les débats ont été très intéressants et tout le monde était très attentif en commission de révision de la Constitution. Pour ma part, je me suis régalé en voyant la tête du député Delperré lorsque tu faisais ton intervention. C'était vraiment très cocasse. Martine Serf, d'outre-Quiévrain, quand on entend tous ces débats ici sur le poteau-poteau belge, la difficulté à dépasser le simple exemple du mariage civil qui précède la bénédiction nuptiale pour parler de la prééminence de la loi sur une prescription religieuse, vous qui avez et laïcité et fraternité, donnez-nous des pistes.
Je ne sais pas si je peux vous donner des pistes. Ce que je constate en tout cas, c'est que cette définition que vous avez donnée, d'abord, je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité. Je partais ventre à terre en oubliant tout de même ce minimum au préalable. Donc cette définition que vous avez adoptée, elle a le mérite de clarifier les choses. Nous avons en France, où nous sommes, paraît-il, une république laïque depuis plus de 100 ans, je dis paraît-il parce que certaines personnes vont dire, mais la laïcité, oui, on dit dans la Constitution, la France est une république laïque, mais on ne la définit pas. Donc finalement, on ne sait pas bien ce que c'est. Donc vous avez au moins le mérite d'avoir, par le débat et après débat, clarifié un certain nombre de concepts. Et moi, ça me semble très sain, parce qu'au moins, on ne va pas se tromper, on ne va pas débattre de choses fausses et qui n'ont pas lieu de questions qui n'ont pas lieu de se poser. Finalement, chaque fois qu'on parlait de la Belgique dans les milieux laïques français, on disait « Ah bah oui, mais la Belgique, ça n'a rien à voir, ils financent les cultes, ça n'a rien à voir. » En gros, la laïcité, ils ne connaissent pas. Bon, vous connaissez les Français, ils sont un peu arrogants, hein, ça c'est pas, j'enfonce une porte ouverte. Et ils avaient tout de même, ils ont l'impression qu'ils détiennent toujours la vérité. Aujourd'hui, on constate de façon beaucoup plus objective que nos définitions se rapprochent. Et elles se rapprochent pour une raison simple, c'est que toutes nos tentatives d'évolution sont basées sur les mêmes valeurs. Des valeurs de liberté, des valeurs d'égalité et des valeurs de fraternité. Même si ce n'est pas la devise de la Belgique, ce sont des valeurs que nous défendons et que nous défendons au plan européen. Même si on l'a appelé solidarité plutôt que fraternité, moi je reste aussi très sensible au terme de fraternité. L'autre être humain est mon semblable. Il reste chez nous la séparation auquel nous tenons absolument. Et je vais vous dire pourquoi. Historiquement, alors déjà on est obligé de faire de l'histoire parce qu'on se rend compte que chaque pays dans l'Union européenne est forcément, il est le fruit de son histoire obligatoirement. Donc même si nous tendons vers des choses qui se ressemblent, ça ne sera jamais exactement la même chose parce que nous n'avons pas toujours les mêmes conceptions ni le même passé. Donc historiquement en France, non seulement l'Église luttait contre la Troisième République, mais elle a même œuvré très activement à des restaurations de la monarchie absolue. Donc c'était pour les politiques de la Troisième République une question de survie. Il fallait mettre l'Église à l'écart de la vie politique pour pouvoir installer la République. Donc l'enjeu n'était pas mince. Alors vous allez me dire aujourd'hui, la République quand même, elle est là depuis longtemps, depuis plus d'un siècle. On va quand même parvenir à une monarchie en France. Certainement pas. Effectivement, ce n'est pas en ces termes que la question se pose. Mais nous avons en France une Église qui reste encore très militante. Vous avez vu les manifestations énormes que nous avons connues au moment du mariage pour tous. En Belgique, on a débattu, on a légiféré, mais on n'est pas descendu dans la rue. Et on se rend compte que nous nous heurtons encore aujourd'hui en France sur des questions de société, sur des questions de liberté, à un militantisme très efficace de l'Église. Donc, on n'a pas du tout envie de lâcher cette séparation. On n'a pas du tout envie que l'Église ait un pouvoir sur le politique. Alors bien évidemment, les gens d'Église sont libres de s'exprimer. Ce sont des citoyens comme les autres. Mais il s'agit surtout qu'il n'ait pas barre sur le politique. Ça reste très important et tout à fait d'actualité. Aujourd'hui, nous allons entamer des débats sur les lois de fin de vie. Ça fait longtemps qu'on demande d'avoir, en grosso modo, les mêmes lois, les mêmes législations qu'en Belgique, et qu'on nous le refuse sous le prétexte que nous avons des hôpitaux de soins palliatifs et que ça devrait bien nous suffire. Donc, vous allez voir que dans ce débat en France, on aura encore un rôle très actif de l'Église et qui ne sera pas mince, qui va encore nier à un certain nombre de citoyens la possibilité d'exercer sa liberté concernant sa propre vie. On va rester sur des débats moraux et de morale religieuse. Donc ça va clasher, à mon avis, dans bien des cas. Ça ne sera certainement pas serein. Je crois qu'on n'a définitivement pas l'art du débat serein, même quand on n'est pas d'accord. Surtout quand on n'est pas d'accord. Ce qui nous différencie
énormément aussi, c'est bien entendu le fait de ne pas financer les cultes. Je crois que c'est finalement une position bien plus égalitaire que de reconnaître des cultes qu'on finance, pour une bonne raison, c'est qu'on n'arrivera jamais à financer tous les cultes qui existent dans un pays. Les cultes sont des réalités mouvantes, même si les évolutions sont lentes, sont sur le temps long. Il y a des cultes qui apparaissent. Il y a 50 ans, on ne parlait pas de bouddhisme en Europe occidentale. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un culte qui est bien implanté. Il y a d'autres cultes qui viendront, forcément, d'autres peut-être qui vont disparaître. On sera toujours en retard. L'État sera toujours en retard pour savoir qui financer et qui ne pas financer. Donc, le mieux, c'est que ce soit les fidèles, finalement, qui s'occupent du financement de leur culte et que l'État ne s'en mêle pas. Le principe du culte reconnu, je vous rejoins complètement, c'est une hérésie. Comment un État pourrait être légitime à dire tel culte lui-même est un véritable culte, il a tous les attributs du culte. Il peut se prononcer sur le fonctionnement d'un culte. C'est une association cultuelle qui a les attributs d'un culte, mais certainement pas sur le fond de la croyance et certainement pas sur la théologie, ça n'aurait pas de sens. Donc nous avons cette séparation très stricte qui implique aussi une neutralité absolue de tous ceux qui représentent la puissance publique. Tous les fonctionnaires, bien évidemment, mais aussi tous les fonctionnaires de collectivités locales, comme les mairies, les régions, les départements. Mais vous avez aussi la neutralité imposée aux associations privées qui ont une mission de service public, qui à un moment ou un autre sont mandatées par une puissance publique pour exercer une certaine mission d'intérêt général. Et dans ce cas-là, ceux qui animent cette association sont également obligés de respecter la neutralité. Neutralité pourquoi ? Pour préserver l'égalité des citoyens, pour être sûr que celui qui représente la force publique pose un œil non partisan sur les citoyens, quelles que soient leurs convictions, leurs croyances. Donc c'est le principe d'égalité qui justifie cette neutralité. Et pas comme certains aimeraient le faire penser, une volonté d'interdire aux personnes de se déterminer ou d'exprimer leurs croyances religieuses. C'est simplement que quand ils sont dans l'exercice de certaines fonctions, ce n'est pas eux qu'ils représentent, mais la puissance publique. Et comme la puissance publique est neutre, ils doivent être neutres. Bien sûr, l'État est également garant de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, ce qui veut bien dire que, bien qu'ignorant les cultes, il ne les méconnaît pas, c'est-à-dire qu'il va dialoguer avec les responsables des cultes, mais uniquement pour s'assurer que les cultes s'exercent librement et sans contrainte. De la même façon, pour la garantie de liberté de conscience, toute personne sur qui on fait pression peut porter plainte parce que c'est effectivement un délit. On ne peut pas obliger qui que ce soit à exercer un culte ou à ne pas exercer un culte. Dans les deux sens, ça marche dans les deux sens. Le terme d'émancipation a été repris dans votre définition et là, bien évidemment, nous y souscrivons avec quand même une grande préoccupation avec l'école. On se rend compte, et c'est un phénomène qui n'est pas que français, mais partout en Europe, le niveau des études baisse. Le niveau de ce que nous appelons chez nous, pas le libre examen, mais l'esprit critique, mais enfin au fond c'est la même chose. La qualité de l'esprit critique baisse. On voit avec consternation une grande partie des jeunes élèves prendre pour argent comptant ce qu'ils trouvent sur Internet et ne plus être capables d'exercer leur esprit critique pour se rendre compte qu'il s'agit de fake news, qu'il s'agit de propagande. Et il suffit que la majorité des copains y croient, que l'entourage immédiat y croit pour que ce soit vrai. Et c'est comme ça qu'on découvre dans les écoles des enfants qui vont refuser la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution, parce que le monde n'a pas été créé comme ça, ou qui vont croire et défendre l'idée que la Terre est plate et que c'est un complot de vouloir faire croire qu'elle est ronde et qu'elle tourne en plus, qu'elle a l'audace de tourner autour du Soleil. Donc c'est assez préoccupant parce que cette émancipation dont nous parlons, ce libre examen qui doit s'exercer et auquel nous devons entraîner nos élèves dans nos écoles et dans nos universités, on le voit fondre actuellement.
Et là, ça pose une question, non pas juridique, mais une question de méthode de pédagogie, une question de pratico-pratique sur le terrain. Comment fait-on pour ouvrir des esprits qui veulent rester fermés, pour ouvrir l'esprit d'enfants qui sont enfermés dans des communautés et qui ne veulent pas en sortir, à qui on a enseigné qu'il ne fallait pas en sortir? Comment fait-on? C'est très difficile, ça prend du temps. Il y a des associations qui font sur le terrain un travail merveilleux, mais il faut être conscient qu'on s'attaque à un terreau qui est peut-être moins perméable qu'il n'a été dans les années passées. On a cet objectif qui ne doit absolument pas être perdu de vue, qui est que les élèves puissent, en toute connaissance de cause, se déterminer dans leurs croyances, dans leurs convictions, en ayant connaissance de ce qui existe, en sachant exactement pourquoi ils adoptent telle croyance, telle conviction, tel mode de vie. Il ne s'agit pas de les convaincre ou de les convertir à quoi que ce soit, mais de leur apprendre à ouvrir grand les yeux et les oreilles et à acquérir des connaissances qui les émancipent. Autre chose aussi sur laquelle il me semblait important d'insister, c'est la question de communauté. On parle beaucoup de communauté, ce qui est en France totalement un abus de langage, puisqu'il n'y a pas de communauté. La République ne reconnaît pas de communauté. La République est en relation directe avec des citoyens individuels dont les options sont personnelles. Donc elle ne veut pas reconnaître de communauté. C'est tout à l'inverse de ce qui se passe dans les sociétés anglo-saxonnes, où au contraire, on va dialoguer avec des communautés. On va engager les citoyens à se déterminer, vous appartenez à quelle communauté, que ce soit des communautés ethniques, que ce soit des communautés religieuses. Je vais bientôt conclure. Juste là-dessus, c'est important. Le fait d'obliger les personnes à se déterminer dans des communautés, c'est ouvrir la porte à toutes les pressions que ces communautés peuvent exercer sur les individus. Et je crois fermement que nous ne devons pas accepter le modèle anglo-saxon, parce qu'il peut être liberticide. Contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qu'on dit, les individus peuvent être démunis face aux pressions des communautés. Donc, je vais conclure par la devise européenne. Nous sommes unis dans la diversité de nos histoires, mais il y a un point commun, un socle commun que nous avons et sur lequel il faut tenir bon, quoi qu'il en coûte, c'est nos valeurs fondamentales qui sont dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci Martine Serf. Il y a énormément de pistes que vous avez pu citer qui seront certainement utiles pour les débats qui vont suivre aujourd'hui, demain et même plus tard. J'en retiens déjà une concernant les exigences vis-à-vis de ceux qui, comme acteurs privés, remplissent une mission de service public. On a quand même, nous, un enseignement catholique qui se définit comme un service public fonctionnel. On a là beaucoup à retenir de votre côté. Un grand merci à vous quatre pour ce premier tour de piste.